Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis le professeur Sandra Moufoc, chef de service de pédopsychiatrie. Je vais vous dispenser une conférence intitulée Psychopathologie infanto-juvénile. Bon, je vous rappelle qu'à la base c'est une conférence que j'ai déjà dispensée, j'ai déjà enseignée donc le 9 mars 2020, mais on va la refaire pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Alors je vais juste mettre la webcam. Je ne suis pas très à l'aise par rapport au fait qu'on ne puisse pas interagir, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et vous aurez toujours l'alternative d'écrire des commentaires et je me ferai un plaisir de répondre. Donc comme vous le savez, la pédopsychiatrie c'est assez relativement récemment individualisé de la psychiatrie adulte. Donc l'enseignement de la pédopsychiatrie a débuté au centre du pays et à l'est du pays en 2013 et cet même enseignement a commencé en 2015, donc à Oran. Donc l'objectif de l'intervention n'est absolument pas de faire de vous des pédopsychiatres en herbe en une conférence. L'objectif, c'est que vous soyez habilité en tant que médecin généraliste, privé ou public, ou en tant que médecin spécialiste autre que pédopsychiatre, vous soyez habilité à suspecter ou à dépister les pathologies pédopsychiatriques les plus répandues et de les orienter vers les équipes spécialisées. Ce qu'il faut savoir, si on devait faire une petite comparaison entre la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie, c'est que la sémiologie de la psychiatrie adulte, elle est fixe, elle est très très bien structurée et elle est stable. Par contre, la sémiologie de la pédopsychiatrie est beaucoup plus fluctuante, elle est moins structurée, elle est parfois floue et transitoire. Donc si on doit comparer à la psychiatrie adulte. C'est-à-dire que si on a un enfant qui a un tableau X ou Y, il ne va pas rester fixe. Si on intervient précocement, si on agit rapidement, le tableau peut très bien évoluer, voire disparaître. Donc ce qui est spécifique par rapport à cette spécialité, c'est que ce ne sont pas les enfants ou les adolescents qui vont se présenter à votre consultation. Ils seront tout le temps accompagnés. Donc il y a une sorte de dépendance, il y a un tas de dépendance, ce qui donne sa spécificité à la spécialité et ce qui pourrait poser aussi des problèmes de consentement. On ne leur demande pas forcément leur avis. Dès qu'il y a un trouble qui est dépisté par les enseignants ou par les parents sont alertés et ils emmènent cet enfant vers le spécialiste. Ce qui est aussi spécifique à la pédopsychiatrie, c'est que le professionnel, donc le soignant, doit s'intéresser à toute la vie, à tout l'environnement de l'enfant. On ne va pas s'intéresser juste à l'enfant. Il faut voir son environnement scolaire, l'environnement durant ses loisirs, voir comment ça se passe à la maison, s'intéresser à la dynamique familiale, s'intéresser à la vie personnelle, intime des parents, parfois des grands-parents, des frères et sœurs. Donc c'est vraiment tout retracer, toute l'histoire de l'enfant, toute sa vie dans toute sa globalité et tout l'entourage. Donc les principales pathologies pédopsychiatriques que nous allons aborder aujourd'hui sont le trouble du spectre autistique, TSA, anciennement appelé, enfin anciennement, pas si anciennement, la classification qui a précédé le DSM-5. Donc DSM-4, c'est les troubles envahissants du développement. On en parlera tout à l'heure. Deuxième pathologie, c'est troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, communément appelé les hyperactifs, hyperactivité. En arabe, c'est قلة التركيز وفرط الحركة. Pour les TSA, c'est التوحد. Je trouve que c'est utile que vous sachiez comment on dit en arabe. Troisième pathologie, ce sont les troubles d'apprentissage. Quatrième pathologie, les déficiences mentales ou les retards mentaux. Cinquième pathologie, les troubles oro-alimentaires. Sixième pathologie, les addictions à l'adolescence. Je sais que vous avez un cours sur les addictions, mais on dira quelques mots quand même sur les addictions à l'adolescence, qui c'est quand même particulier. Alors juste pour que vous sachiez ce qui se passe en matière de pédopsychiatrie avant de commencer vraiment les pathologies,
Il faut savoir qu'il y a très peu de structures en Algérie. Vous avez 5 structures, des grands centres de pédopsychiatrie. Vous en avez un sur Oran, qui est notre service. Vous avez celui de Constantine, vous avez le service de Annaba, le service de Blida et le service d'Alger. Donc 5 services pour prendre en charge tous les enfants qui ont des troubles psychiques et adolescents, bien sûr. L'Algérie, c'est vraiment pas assez. Donc il y a un manque flagrant de structure. Le dépistage a toujours été tardif, même si il faut être optimiste, les dépistages sont de plus en plus précoces actuellement, mais quand même, ils ne se font pas assez précocement. Et les délais de consultation sont parfois très excessifs. Les professionnels sont formés, mais insuffisamment, et il n'y en a pas assez, parce que c'est très très dur de travailler avec les enfants et les adolescents. Et la coordination est très difficile entre les différents intervenants. Qu'est-ce que j'appelle intervenants dans les différents secteurs? C'est l'éducation nationale, donc l'école, avec les professionnels de santé, que ce soit les pédiatres ou les pédopsychiatres, ou même les neurologues, et la solidarité, les affaires sociales. Et vous avez une autre difficulté aussi, c'est la difficulté de prendre en charge les urgences. Les urgences, on a beaucoup de mal à répondre aux urgences parce que, comme vous l'avez vu au début, très peu de structures. Vous avez un autre problème aussi qui est important de savoir, c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'offre de soins. Au nord, l'offre de soins est beaucoup plus importante que dans le sud. Vous allez me dire, c'est comme ça dans toutes les spécialités. C'est vrai que c'est comme ça partout, mais pour la pédopsychiatrie, c'est pire, parce qu'il n'y a absolument rien du tout. C'est le désert au sud. Alors, première pathologie, trouble du spectre autistique, donc les TSA. Donc, pour le plan, vous avez la définition, quelques chiffres épidémiologiques, je parlerai du dépistage et diagnostic, l'évaluation et un mot sur la prise en charge. Alors là, je vous ai mis la définition de la classification internationale des maladies, version 10. Alors, je vais vous la lire. Les TSA ou TED, donc TSA, c'est trouble du spectre autistique. Dans la nouvelle classification, c'est comme ça qu'on la nomme. Dans la classification qui a précédé, le DSM-4, on parlait de troubles envahissants du développement. Alors, ces troubles sont définis comme un groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreints, stéréotypés et répétitifs. Ces anomalies qualitatives, variables dans leur intensité, infiltrent l'ensemble de la vie du sujet. Donc, c'est une définition qui est quand même, je considère comme longue, alors qu'elle n'est pas du tout compliquée. Donc, je vous ai fait pas un résumé, mais j'ai juste pris les points. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. En matière de TSA, vous retenez 3 points. C'est la triade. Trouble du contact social, ce qu'on appelait altération qualitative de la communication et des interactions. Trouble du contact social, ce sont des enfants qui n'interagissent pas comme les autres. Par exemple, on n'arrive pas à leur faire fixer le regard. Ce sont des personnes, si on leur tend la main, ils ne vont pas vous tendre la main. Ce sont des personnes, si vous souriez avec eux, normalement si je vous souris, il y a un sourire-réponse. Bon là, en l'occurrence, je souris avec mon micro, donc je n'aurai pas de réponse. Mais si vous étiez en face de moi, si j'étais souriante, vous allez me répondre par un sourire. Eux, ils ne pourront pas le faire. Pas parce qu'ils sont mal élevés, c'est parce qu'ils ont un trouble du contact social. Deuxième point, trouble du langage ou de la communication. Ce sont des enfants qui ont un problème de langage. On va le voir après. Soit ce sont des enfants qui n'auront aucun langage, soit il va avoir un langage, mais qui n'aura pas vocation de communication. Les comportements restreints, répétitifs et stéréotypés, on va le voir. Soit ce sera des comportements restreints, par exemple comme le flapping, on va le voir tout à l'heure, le battement comme ça des mains, bien le battement de tous les bras. Soit c'est un intérêt stéréotypé pour une chose. Par exemple, je collectionne les timbres, je collectionne moi, les pins ou autre chose. Mais c'est vraiment que ça. Et je m'attache qu'à ça. Donc je rappelle que ceux qui collectionnent les pins ou les timbres ne sont pas forcément autistes. Il faut vraiment avoir tout un... On va le voir après. L'essentiel que vous devez retenir, la triade à retenir, trouble du contact social, trouble du langage ou de la communication, comportement restreint, répétitif et stéréotypé. Pour l'épidémiologie,
l'autisme est 4 à 5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Donc plus de garçons atteints que les filles, de manière assez significative. Vous allez me dire pourquoi. J'essaie d'anticiper vos questions. Je vais vous répondre qu'on ne sait pas. On ne sait pas, toutes les études génétiques ou autre chose, il n'y a pas eu, il y a rien qui a démontré pourquoi il n'y a rien qui a expliqué plutôt pourquoi est-ce que les garçons sont plus touchés que les filles. Mais l'hypothèse qui est la plus souvent émise, c'est que l'expression de l'autisme chez la fille passe beaucoup plus inaperçue que les garçons. Le tableau des garçons est beaucoup plus bruyant. C'est pour ça que l'autisme est beaucoup plus diagnostiqué et donc plus recensé. Et il y a beaucoup plus de chiffres épidémiologiques. Alors, dépistage et diagnostic, tout praticien doit savoir repérer les signes d'alerte d'autisme, pour ne pas dire signes d'alarme. Sans être spécialiste, vous devez être habilité à suspecter ou à diagnostiquer, ou à dépister de l'autisme. Vous devez au moins suspecter. Alors, durant l'anamnèse, déjà, si vous avez un antécédent d'autisme dans la fratrie, donc ce n'est pas une fatalité, si le frère est autiste, la sœur n'est pas forcément autiste, mais quand même, il aura plus de chances. Donc il n'est pas forcément autiste, mais il y aura plus de chances. Donc on doit le garder à l'esprit. Les inquiétudes des parents. Vous ne devez pas banaliser les inquiétudes des parents, absolument pas. Les parents sont de plus en plus instruits, de plus en plus informés, pas forcément instruits. Ils vont sur le net. Donc si vous avez un parent qui vous dit « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant », il faut l'écouter et rechercher et approfondir. Troisièmement, avant tout, chez un enfant âgé de moins de 3 ans, si vous n'avez pas de babillage, vous savez ce que c'est le bababa, nanana, dadada. L'absence de pointage, l'ishara, pour montrer quelque chose. Là, si je veux montrer là, les miroirs, je pointe avec mon doigt, comme ça. S'il n'y a pas de pointage avant 3 ans, ou s'il n'y a pas les gestes sociaux comme le bye-bye, le coucou à 12 mois, absence de mots, donc aucun mot, ni maman, ni papa, ni lolo, ni autre chose qui veut dire un mot, ça veut dire vous avez 2 syllabes qui veut dire quelque chose. S'il n'y a pas de mots à 18 mois, aussi c'est fortement suspect. Absence d'association de mots, je ne sais pas si la barre d'outils vous la voyez là et qu'elle vous dérange pour... Je ne sais pas comment la masquer. J'espère qu'elle ne vous dérange pas. Bon. Si vous n'avez pas d'association de mots, donc pas de phrase à 24 mois, aussi c'est fortement suspect. Et si aussi vous avez des compétences qui ont été acquises par l'enfant et qui sont brutalement perdues, donc la perte des acquis, à n'importe quel âge, c'est aussi fortement suspect. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, vous écrivez sur les commentaires. Pour l'évaluation, lors d'une évaluation systématique donc par le médecin généraliste, c'est-à-dire que quand vous voulez, on va vous rapporter, les parents vont vous dire, voilà, on a un enfant qui a un retard, un enfant qui a un autisme, on est très inquiet parce qu'on a vu ceci ou cela. Vous, en tant que médecin, en tant que soignant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester la réactivité. Si vous trouvez un faible niveau de réactivité, c'est-à-dire, par exemple, si vous voyez le petit garçon rentrer et que vous tendez la main et qu'il ne tend pas la main, si vous voyez que vous lui tendez un bonbon pour lui donner un petit bonbon, quel enfant va refuser un bonbon? Si vous donnez un bonbon et qu'il ne prend pas aussi, c'est-à-dire qu'il a un faible niveau de réactivité. S'il a des difficultés dans l'accrochage visuel, si vous le regardez, vous demandez « regarde-moi » qui ne vous regarde pas, aussi, c'est suspect. S'il n'arrive pas à imiter, si vous lui dites par exemple « allez, on va jouer », on fait comme ça, on tape des mains, et qu'il n'arrive pas à imiter derrière vous, après vous plutôt, aussi c'est suspect. Le jeu aussi, si vous mettez à sa disposition des jeux très très simples, des balles, des Lego, quelque chose, et qu'il ne joue pas de jeux simples, et encore moins les jeux symboliques. Le jeu symbolique, c'est les jeux où on reproduit une scène. Par exemple, pour les petites filles, vous allez mettre des tasses de café, vous allez mettre, comme ça on sert, on met du sucre, on tourne un petit peu comme ça. Pour les garçons, c'est les courses de voitures. Donc, c'est pas uniquement aligné. Vous voyez, les enfants autistes, ils vont avoir tendance à prendre les objets, les voitures ou autre chose, et à les aligner de façon répétitive.
Alors qu'un autre enfant, non. Il va prendre un enfant qui est neurotypique. Neurotypique, ça veut dire qu'il n'est pas autiste. Il va prendre les deux voitures et au Moussabaqa, ils vont faire un concours, ils vont faire une course. D'accord. La petite fille, si elle voit des tasses, si elle voit un moule, elle va se dire on va faire un gâteau. Une enfant autiste, elle va prendre, elle va les aligner, elle va les jeter, elle va les faire tourner. D'accord. Donc un enfant, pour reprendre ce que dit Winnicott, qui est un pédiatre, qui est devenu psychanalyste après, un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant malade. Gardez bien ça en tête. Alors, une évaluation ultérieure, c'est-à-dire ultérieure à votre orientation, après que vous ayez, vous, en tant que médecin généraliste ou spécialiste, mais pas pédopsychiatre, vous avez suspecté le diagnostic d'autisme, vous allez orienter cet enfant vers une équipe pluridisciplinaire. Si vous êtes sur Oran, vous allez envoyer au service de pédopsychiatrie de Sid Chahmi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette équipe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confirmer le diagnostic. Alors, vous aurez le pédopsychiatre, parce que au service, on travaille en équipe, c'est indispensable. En matière de pédopsychiatrie et tout particulièrement d'autisme, on ne doit pas travailler tout seul. Si on travaille tout seul, c'est qu'on travaille mal. Et, entre guillemets, qu'on ne travaille pas. Alors, vous avez le pédopsychiatre qui va faire son examen clinique. Vous avez l'examen neurologique qui peut être effectué par le pédopsychiatre ou par un neurologue. Vous avez l'examen du langage et de la communication qui sera fait par l'orthophoniste. Vous avez l'examen du profil intellectuel et des capacités intellectuelles qui sera fait par le psychologue ou la psychologue. Vous avez l'examen psychomotricien qui va permettre aux soignants de savoir comment est-ce que l'enfant investit son corps, parce qu'on peut ne pas avoir du tout de déficit moteur, mais ne pas savoir comment utiliser son corps. Si on me demande, par exemple, on va demander à l'enfant de taper sur une balle, il marche, il n'y a rien qui dysfonctionne chez cet enfant, mais il n'arrivera pas à taper la balle. Il faut voir s'il est gaucher, s'il est droitier, s'il n'a pas un problème de coordination. Donc ça, c'est le rôle du psychomotricien. C'est un petit peu le prof de sport en pédopsychiatrie. Dans tout ça, quand vous avez un enfant qui interagit peu, qui n'est pas curieux, il faut savoir évoquer le diagnostic d'autisme. La prise en charge, elle est aussi pluridisciplinaire. Elle comporte un bilan initial ORL. Donc il faut faire les PEA, donc les potentiels évoqués auditifs, l'audiogramme, un bilan orthophonique, le bilan psychologique, le bilan neurophysiologique, l'imagerie, selon les cas, donc scanner ou IRM. Ce sont des enfants qui auront besoin d'un encadrement éducatif spécifique. Ils peuvent être en classe normale dans une école normale, mais il faudra avoir un encadrement spécifique. Soit une classe spécialisée en milieu scolaire normal, soit bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire, qui est l'AVS. Des mesures orthophoniques aussi qui permettent d'espérer un langage communicatif, d'accord? Donc nous, ce qu'on souhaite avec les enfants autistes, les enfants TSA, c'est que ce soit qu'ils deviennent des enfants verbaux, donc qui utilisent le langage pour communiquer, mais si ce n'est pas possible, l'orthophoniste a d'autres techniques pour qu'ils communiquent autrement qu'avec le langage, avec les images par exemple. Mais quand même, on nourrit l'espoir qu'ils puissent communiquer verbalement. On fait tout aussi durant la prise en charge pour orienter les parents, pour essayer de le faire vivre dans un environnement où il est en contact avec le monde réel. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui créer un monde particulier pour qu'il puisse évoluer en parallèle de nous. Notre espoir, c'est qu'on fasse tout pour qu'il puisse évoluer avec nous, avec les neurotypiques. Vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire. Le TDAH, deuxième pathologie pédopsychiatrique. Donc pour le plan objectif, les intervenants dans cette pathologie, la définition, prévalence, clinique, diagnostic, prise en charge. Je veux que vous ayez des notions. Je sais que c'est lourd. Donc les objectifs, c'est que, comme pour l'autisme, vous suspectiez le diagnostic de TDAH et que vous puissiez travailler en réseau avec les autres intervenants. Les intervenants, c'est qui? C'est les médecins et psychologues scolaires qui doivent vraiment, normalement, dépister ce trouble.
les médecins généralistes, le pédiatre, le neurologue, le pédopsychiatre, orthophoniste et psychomotricien. Pour la définition, vous avez le TDAH est un trouble neurobiologique. Quand je vous dis que c'est un trouble neurobiologique, pourquoi j'insiste sur ça? C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont un problème au niveau des neuromédiateurs, particulièrement la dopamine. D'accord? Pourquoi on a précisé ça dans la définition actuelle? Parce qu'avant, surtout avec Henri Wallon, il pensait que c'était un problème affectif, c'est-à-dire dû uniquement au comportement de la mère ou de la famille. Alors que non. Il peut avoir des comportements d'une mère ou d'une tante ou de n'importe qui n'est pas adapté et qui accentue les troubles, mais ce n'est pas la cause du trouble. Alors, vous avez dans le TDAH toujours la triade. Vous vous rappelez la triade de l'autisme? Cette triade, c'est un degré d'inattention, vous avez l'inattention, vous avez l'hyperactivité motrice et vous avez l'impulsivité. Bien sûr, inappropriée par rapport au stade de développement. C'est-à-dire, si vous avez un enfant de 2 ans ou 3 ans qui bouge partout, c'est normal. C'est le développement normal d'un enfant. Il est curieux, il est en train de découvrir. C'est vrai que ça stresse les parents, mais c'est normal. Si vous avez un enfant de 7-8 ans qui bouge comme un enfant de 2 ans, ça ne devient pas normal. D'accord? C'est ce que j'appelle inapproprié par rapport au stade du développement. Autre point aussi, quand j'ai dit impulsivité, ce n'est pas agressivité. L'impulsivité, c'est par exemple, je veux poser une question à un enfant, il pense savoir la réponse et avoir compris la question, il va me laisser terminer ma question et il va répondre. L'impulsivité aussi, c'est si je dis à des enfants, faites la chaîne, vous aurez tous vos biscuits, lui, il voudra venir avant. Il passera pour un enfant mal élevé en plus. C'est ça l'impulsivité. D'accord? Ce soit une impulsivité verbale ou gestuelle. Ce n'est pas une agressivité, c'est autre chose, ce n'est pas la violence. Alors, le dysfonctionnement touche plusieurs domaines. Entre autres, les rapports avec les adultes. Vous imaginez, un enfant qui bouge partout, un enfant qui a l'air toujours distrait, donc il y aura des problèmes avec l'enseignante. Le fonctionnement avec les pairs, avec ses camarades, vous imaginez s'ils font un jeu où il faut patienter, il faut attendre chacun son tour, il ne maîtrise pas trop ce concept du tour, on attend ou autre chose. Il se met toujours en avant, donc il va agacer ses camarades. Les relations avec les frères et sœurs et avec les camarades. Pour la prévalence, le TDAH touche 5% des enfants d'âge scolaire. 4 garçons pour une fille. Je vais encore anticiper la question. Pourquoi professeur? Pourquoi 4 garçons pour une fille? Là aussi, c'est pas parce que nous pensons, il y a une hypothèse aussi, mais qui a été prouvée celle-ci, c'est que pour les filles, c'est le sous-type inattentif. Dans ce trouble, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y avait la triade. Inattention, hyperactivité, impulsivité. Chez les garçons, c'est le versant hyperactif qui prédomine. Donc quand vous avez un petit garçon qui bouge beaucoup, ça attire l'attention, on va l'emmener plus facilement chez le pédopsychiatre. Par contre, une petite fille qui a le versant inattentif, donc qui est tout le temps étourdie, qui a des problèmes scolaires, on ne va pas avoir le réflexe de l'emmener tout de suite chez le pédopsychiatre. On va plus se dire, elle n'est pas intéressée, elle est étourdie, etc. Donc elle va se retrouver chez le pédopsy, mais plus tard. Alors pour la forme typique, vous avez un enfant donc d'âge scolaire qui présente des symptômes excessifs par rapport à son âge. Donc les symptômes que j'ai cités, surtout l'hyperactivité. Son quotient intellectuel, ça c'est important et normal, constaté dans différentes situations. Donc les troubles que j'ai cités doivent être retrouvés dans différentes situations. À l'école, dans le domicile, donc en intrafamilial, et au loisir. Donc un enfant qui a ce comportement inadapté uniquement à l'école, c'est qu'il y a un souci avec la maîtresse, avec l'enseignante. S'il a ce comportement inadapté uniquement à la maison, c'est qu'il y a un souci avec la maman et avec le papa. S'il y a un problème uniquement lorsqu'il fait son sport ou qu'il joue à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème avec le moniteur ou autre. Les motifs de consultation, donc agitation en maternelle. Donc en maternelle, vous allez avoir, on ne diagnostique pas en maternelle, mais rétrospectivement, on verra que ce sont des enfants en maternelle qui étaient agités. En primaire, c'est les problèmes d'inattention.
D'accord? Il commence à avoir du mal à se concentrer, donc forcément il aura des problèmes pour l'apprentissage avec les enseignantes. Et au collège et au lycée, ça sera beaucoup plus les troubles du comportement. À cause de l'impulsivité, il va avoir tendance un petit peu à répondre. Et là, entre l'adolescence et l'impulsivité verbale, je vous ai dit qu'il n'était pas forcément, c'est pas de l'agressivité ou autre chose, mais avec l'adolescence quand même, cette incapacité à maîtriser les émotions et tout, associée à une impulsivité, ça va donner quand même une indiscipline. Donc ça posera un problème qui poussera donc les parents ou bien les enseignants à alerter les parents et à venir consulter chez nous. Donc je me répète, mais c'est pour vous retenir. Triade symptomatique, hyperactivité motrice, déficit d'attention, impulsivité. Donc pour diagnostiquer ce trouble, il faut longuement l'observer en hôpital de jour, en milieu spécialisé. Vous n'allez pas voir un enfant qui bouge beaucoup, vous allez vous dire « Ah oui, c'est un hyperactif ». Il faut l'observer toute la journée dans différentes situations en milieu spécialisé avec un œil professionnel. Retracer l'histoire de l'enfant, voir s'il n'y a pas eu une histoire de maladie organique, des prises de médicaments qui auraient pu le rendre instable, qui pourraient le ralentir. Par exemple, une épilepsie mise sous dépakine, la dépakine qui peut aussi ralentir sur le plan cognitif, donc une inattention. C'est un exemple que je donne. Histoire de l'enfant, un traumatisme. Par exemple, les enfants, pour vous sachiez, les enfants qui subissent ces traumatismes ne sont pas forcément prostrés et choqués comme les adultes, ce sont des enfants qui vont devenir très très instables. Examen clinique, c'est-à-dire qu'il faut examiner le patient sur le plan organique pour voir s'il n'y a pas une pathologie qui peut donner cette instabilité, une douleur ou une autre pathologie, enfin un autre symptôme. Recueil des informations à l'école et à la maison, savoir s'il a le même tableau, s'il présente le même tableau à l'école et à la maison. Vous avez les échelles de comportement. Je ne sais pas si vous voyez la barre toutique que je vois moi, qui dérange, j'espère que vous ne la voyez pas. Alors, échelle de comportement, vous avez ce qu'on appelle le Conners, parents et enseignants. Vous avez les tests neuropsychologiques de Stroop et vous avez le quotient intellectuel qui est fait par le WISC 4. Donc là, pour le Conners, je vous ai fait là un exemple. Voilà, Conners. Vous avez la version longue et la version courte. Donc là, j'ai la version courte. La version longue, c'est 80 questions. Vous avez les parents et les enseignants qui se fatiguent. Donc on préfère prendre la version courte. Vous avez 10 questions, cotées de 0 à 3. Le maximum du score, c'est 30. D'accord? Lorsque vous posez vos questions, vous cotez de 0 à 3. Vous faites l'addition, vous divisez par 10. Alors, si vous avez un score inférieur à 1,5, c'est qu'il n'est pas hyperactif. S'il est supérieur à 1,5, c'est qu'il est fortement suspect d'hyperactivité. Alors, ce n'est pas une échelle, ce n'est pas un questionnaire diagnostique, ça ne fait que nous orienter. Car le diagnostic de TDAH, donc d'hyperactivité, est un diagnostic clinique. Alors, pour le Stroop, donc en général, j'interagis avec vous et je vous taquine un petit peu avec ce test en général. Là, vous avez 3 planches, d'accord? Première planche, vous avez, c'est écrit en noir et blanc. Enfin, la feuille est blanche et c'est écrit en noir. C'est écrit vert, rouge, bleu, jaune. Là, on fait lire l'enfant juste pour évaluer sa fluidité de lecture. Ça, c'est la première planche. Deuxième planche, c'est comme ce que vous voyez là, la première ligne. On demande à l'enfant de nommer la couleur dans laquelle est écrite le mot. D'accord? Alors, ça va être facile. Vert, rouge, bleu, jaune, c'est pas difficile, il n'y a aucune interférence. Il y a le mot vert qui est écrit en vert. Mais pour la troisième planche, on met une interférence, on a fait une interférence, et c'est là qu'on va évaluer le degré d'inattention de l'enfant ou de l'adolescent. Il y a une complication parce qu'on demande à l'enfant ou à l'adolescent de nommer la couleur dans laquelle est écrite le mot. Alors là, on doit dire rouge, vert, bleu, rouge et jaune. C'est difficile. Il y a une cotation, on peut coter. Ça, c'est pour évaluer le degré d'inattention. C'est un test neuropsychologique. Pour la prise en charge, alors elle est en premier lieu psychologique, les psychothérapies comportementales. Alors un exemple, on va mettre l'enfant pour déjeuner.
Et si on met par exemple 10 minutes ou bien 15 minutes pour déjeuner, on va lui dire 5 minutes tu vas rester immobile et tu auras le droit de bouger les 10 dernières autres minutes. D'accord? Tout doucement. Après, on ajoutera le nombre de minutes où il devra rester immobile. Enfin, immobile. Il va rester calme, pas immobile. Ça, c'est les psychothérapies comportementales. On agit sur le comportement pour qu'il soit un peu plus stable. Pharmacologique, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne pourrais pas tout vous dire. Vous avez les psychostimulants et les non psychostimulants. Alors, en Algérie, nous avons les non psychostimulants. Nous avons l'atomoxétine. Les psychostimulants sont disponibles à l'étranger, par exemple la Ritaline. Vous avez dans la prise en charge l'aide psychopédagogique et éducative, c'est les cours de soutien. Ce que vous devez savoir, c'est que l'enfant hyperactif ne peut pas, a beaucoup de difficultés à assister aux cours parce qu'il y a beaucoup de distracteurs, il y a ses camarades, donc il aura tendance à vouloir discuter, à faire le pitre, à toujours vouloir intervenir. Donc même les cours de soutien doivent se faire en dualité. C'est la relation duel. Être à plusieurs, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe, les cours particuliers, dire déjà cette notion de cours particulier avec 30 élèves, c'est plus des cours particuliers. Cours particulier, c'est tout seul, avec son enseignant. Alors le TDAH, c'est cours particulier, tout seul. Vous avez des conseils qu'on peut donner dans la prise en charge aux enseignants et aux parents. Alors aux enseignants, quels sont les conseils qu'on peut donner? Par exemple, leur dire, l'enfant, il faut le mettre devant. Il faut lui donner des responsabilités, pas le mettre derrière parce qu'il va commencer à discuter, à plus rien faire. Il faut le mettre aussi, lui donner beaucoup de responsabilités. Par exemple, c'est lui qui va chercher la craie, c'est lui qui va rapporter le registre, c'est lui qui est responsable de classe. C'est-à-dire pour lui permettre un petit peu de bouger. Parce que rester tout le temps immobile, c'est très difficile pour lui. Le conseil, par exemple, aux parents, c'est de dire, si vous demandez, bon, c'est quelques conseils, je ne peux pas tout vous donner, il y a beaucoup de conseils. Si vous avez des questions, je pourrais mettre à votre disposition tous les conseils qu'on donne aux parents et aux enseignants. Donc, ce qu'on donne aux parents, par exemple, si on veut qu'un enfant hyperactif fasse des tâches, il vaut mieux les fractionner. Si j'ai envie qu'un enfant hyperactif aille m'acheter des yaourts et du fromage chez l'épicier et qu'il me rapporte la bassine pour que je puisse sortir le linge, il vaut mieux que je fractionne. Je lui dis, va me chercher la bassine pour que je sorte le linge, pour que je ramasse le linge, il me rapporte la bassine, je fais ce que j'ai à faire avec mon linge, ensuite je l'envoie, et quand je l'envoie, j'écris ce qu'il doit ramener. Sinon, si je lui dis, tu vas chercher la bassine pour que je ramasse le linge, ensuite tu iras chez l'épicier pour aller m'acheter ceci, cela, et après tu dis à ton père de faire ça. Il va s'arrêter à la bassine. D'accord? Bon, j'ai caricaturé. Pardon. Troubles des apprentissages. Alors, pour le plan, une petite définition. Les troubles d'apprentissage, vous avez deux types principaux et les autres. Et je dirai un petit mot sur la prise en charge. Alors, ces troubles d'apprentissage sont définis comme une perturbation du développement des aptitudes. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont un trouble, une perturbation des capacités, des aptitudes à apprendre. D'accord? Indépendamment de tout problème somatique. Ce sont des enfants qui ne sont pas sourds, ce sont des enfants qui voient correctement, qui n'ont pas de problème neurologique, qui n'ont pas de retard mental, qui n'ont pas d'autisme et surtout qui ont une enseignante qui transmet très bien le message. Parce que, bon, on n'est pas là pour critiquer les enseignantes, d'accord, mais il peut arriver qu'il y ait une enseignante qui ne transmette pas bien le message. Donc, pour pouvoir diagnostiquer ce trouble d'apprentissage, bon, le diagnostic, vous le verrez après, il se fait aussi en pluridisciplinarité, mais pour qu'il soit diagnostiqué, il faut qu'il y ait une perturbation de ses capacités à développer ses apprentissages, à apprendre, et indépendamment d'un problème auditif, visuel, neurologique, retard mental, autisme et d'enseignement. Alors on distingue plusieurs types de troubles d'apprentissage. Vous avez les troubles du développement du langage, vous avez le langage oral et le langage écrit, et les autres troubles. Alors, on va commencer par les troubles du langage oral. C'est un motif de consultation fréquent à l'âge préscolaire, donc 10% de la population, c'est beaucoup. Le moment optimal de dépistage se situe en classe maternelle. Vous allez voir pourquoi. Parce
qu'on l'entend, on le voit, c'est un trouble du langage oral. Lors du bilan de santé systématique au cours de la 4e année, l'enfant doit faire des phrases bien construites. Donc, à 4 ans, on fait des phrases bien construites. Et on utilise les articles et les propositions. Et les prépositions, ça c'est pour le français. Hein. Et pour l'arabe, il doit utiliser, faire des mots, comme on dit, il dit le jumla. Donc, yirkab jumla. Alors, le dépistage, l'analyse des troubles du langage permet de caractériser leur nature. Alors, vous avez les troubles de l'articulation, erreur dans l'exécution de production d'un phonème. C'est le zézément et le chointement. Le zézément, ce sont les enfants qui zozotent, qui parlent avec ce, les soucis. Vous voyez? Donc, normalement, c'est un trouble d'articulation qui doit se corriger précocement pour qu'il puisse disparaître. Mais parfois, vous avez vu, il y a des adultes qui ont des problèmes, qui ont ce zézément, mais qui vivent avec tout à fait normalement. Vous avez même des personnes qui aiment ça, surtout pour les femmes. Bon, je prends toujours cet exemple-là de Sophie Favier. C'était, pour ceux qui la connaissent pas, une présentatrice qui a été très connue par rapport à ça. Et tout le monde trouve ça très mignon. Donc, parler comme ça. Le chuintement, c'est parler de che. D'accord? Donc, c'est pas des troubles, c'est pas très très grave, mais c'est quand même un problème d'exécution. Par exemple, si on doit enseigner, si on devient enseignant, par exemple, parler comme ça peut être problématique parce qu'il faut faire répéter à l'enseignant. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc, ça, c'est les troubles de l'articulation. Les enfants qui ont ça, on le dépiste entre 3 et 4 ans. À 4 ans, on va dire. Allez, maximum 4 ans. Et on doit le corriger, ça se corrige chez l'orthophoniste très rapidement, très simplement. La dysphasie, là par contre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toute la structuration du langage qui pose problème, qui est déviante. C'est une salade de mots. Donc l'enfant, il s'exprime, mais on ne comprend rien. Ça, c'est la dysphasie. Le bégaiement, alors en arabe, c'est l'widwid, je pense, voilà. Trouble fonctionnel du rythme de parole en présence d'un tiers, celui qui bégaye. Donc soit vous avez le bégaiement quand un enfant doit lire, il n'arrive pas du tout à démarrer. Si je veux dire le premier mot là que je lis, dépistage. Vous avez ceux qui démarrent et qui n'arrêtent pas de couper leurs mots. D'accord? Le retard simple du langage, trouble de la syntaxe et de la linguistique, là vous avez le retard simple du langage, ce sont tous les stades du développement du langage qui sont retardés. D'accord? Mais c'est un trouble du langage oral qui est simple à rattraper avec un travail orthophonique. Alors, il est nécessaire, quand vous avez un trouble du langage oral, d'éliminer un déficit sensoriel, notamment auditif. Quand on voit un trouble du langage oral, les 4 troubles que je vous ai énumérés tout à l'heure, vous devez faire un bilan ORL pour voir s'il n'y a pas un problème. Parce que pour pouvoir apprendre à parler, pour que le langage s'installe, il faut que j'entende correctement. Pour que je puisse répéter correctement un mot, il faut que je l'entende correctement. Vous avez compris? Un bilan orthophonique avec rééducation, si nécessaire, doit être prescrit. L'âge optimal d'intervention pour une rééducation orthophonique se situe entre 5 et 6 ans. 5 ans maximum, à mon avis. Un retard simple de langage est le plus fréquent et d'évolution favorable dès l'âge de 6 ans. Pardon. Alors, pour les troubles du langage écrit, donc c'est un motif de consultation fréquent à l'âge scolaire, 2 à 8% de la population. Le diagnostic est souvent porté dès la première année de scolarité. On distingue 2 versants qui sont souvent associés de troubles du langage écrit. Vous avez la dyslexie, difficulté d'apprentissage de la lecture, et vous avez la dysorthographie. Il n'arrive pas à écrire, donc c'est pas la dysgraphie. La dysgraphie, il y a plus un problème moteur. La dysorthographie, il arrive à écrire, mais il écrit avec beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes. On fait des fautes d'orthographe au début d'apprentissage, c'est normal, mais la dysorthographie, c'est vraiment des fautes flagrantes. Il manque des fois carrément des syllabes. D'accord? Donc vous avez les 2 versants, la dyslexie, trouble d'apprentissage de la lecture, la dysorthographie, trouble d'acquisition de l'écriture, donc de l'expression écrite. Autre trouble d'apprentissage, la dyspraxie. Sa prévalence est de 5 à 7% des enfants âgés de 5 à 11 ans. Alors les plaintes scolaires débutent dès l'école maternelle avec des difficultés au niveau du graphisme puis des mathématiques.
Donc là, c'est vraiment un trouble de l'exécution du geste. D'accord? Quand je dis qu'il aura un problème de graphisme, il risque d'avoir une dysgraphie. La dysgraphie, c'est vraiment, on n'arrive pas à écrire, c'est vraiment pratiquement une ligne qu'il écrit. Je ne vous ai pas mis d'exemple, je vous le mettrai une autre fois. Et quand je vous dis qu'il y aura un problème au niveau des mathématiques, c'est un problème surtout, pas pour l'algèbre, mais pour la géométrie, l'hendessa. Pourquoi? Parce que dans la géométrie, on utilise le compas, on utilise le rapporteur, on utilise l'équerre, donc on a besoin d'exécuter les gestes moteurs correctement. Ça va être des enfants qui vont avoir du mal, qui auront du mal avec la coordination, avec la planification, ils auront beaucoup de mal. La dyscalculie, donc sa prévalence serait de 2 à 6% des enfants. Donc la dyscalculie développementale est un trouble des compétences numériques et des habiletés arithmétiques. Donc là, ils apprendront les lettres, les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, ils auront un problème pour les additions, la soustraction. Donc ça sera un problème d'algèbre, jabr. D'accord? Et ce qui est caractéristique, ce sera des enfants qui auront un problème dans le calcul et qui pourront être très bons en arabe ou en français, enfin les langues, tout ce qui est langue, il n'y aura pas de problème. D'autres matières, les sciences naturelles, il n'y aura pas de problème. Ce sera vraiment un problème qui va cibler le calcul. Alors, une prise en charge, toujours, je vous l'ai dit, pluridisciplinaire, est nécessaire, incluant obligatoirement le pédopsychiatre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le pédopsychiatre est habilité à dépister d'autres troubles qui pourraient mimer ou bien s'associer aux troubles d'apprentissage. C'est pour ça que l'orthophoniste, c'est vrai qu'elle a un rôle très important dans la prise en charge des troubles d'apprentissage, mais elle ne doit pas travailler toute seule. Il faut qu'il y ait une évaluation au préalable avec l'équipe pluridisciplinaire, notamment le pédopsychiatre, pour voir s'il n'y a pas un autre problème pédopsychiatrique, voire organique, qui pourrait donner les symptômes du trouble d'apprentissage. Donc, elle doit être précoce pour éviter un retard scolaire important pour l'enfant. Je parle de la prise en charge. Elle fait appel à une rééducation orthophonique et à des adaptations pédagogiques. C'est-à-dire que ce sont des enfants, je vous donne l'exemple de la dyslexie, on ne va pas le mettre dans une école spécialisée, il va rester à l'école normale. Mais on va devoir adapter, on va devoir aménager sa scolarisation. Par exemple, on sait qu'il a un trouble de la lecture, qu'il va lire beaucoup plus lentement. Alors les énoncés, on va demander à l'enseignant de lui lire l'énoncé. Et il aura d'excellentes notes. Il suffit de lui lire l'énoncé. Il peut avoir un 2 ou un 0,5 si on ne lui lit pas, mais si on lui lit l'énoncé, il aura une excellente note. Alors vous avez la lecture de l'énoncé. Deuxième élément important, lui donner un peu plus de temps. Parce que s'il a un problème pour l'écriture ou un problème de concentration qui peut être associé à son trouble de la lecture, donc il vaut mieux donner plus de temps. Si ses camarades composent en 1 heure, lui on pourra le donner 1h30 voire 2 heures. L'éducation nationale nous aide par rapport à ça. Ça a été difficile, mais maintenant on a pu le faire. Les déficiences mentales, j'ai pas mis retard mental parce que je trouve que c'est péjoratif de dire retard mental. On va la définir, on va donner la classification, le bilan étiologique et la prise en charge. Elle se définit donc la déficience mentale par un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne. Le quotient intellectuel évalué par le WISC-4 est inférieur à 70. Normalement, la déficience mentale apparaît dès l'enfance. On ne devient pas retardé mental. Normalement, c'est à la naissance, on a le retard mental ou on ne l'a pas. Les retards mentaux qui viennent après, s'il y a eu une méningite ou autre chose, c'est autre chose. Le quotient intellectuel est considéré comme normal entre 80 et 119. On parle d'intelligence limite si le QI est compris entre 70 et 79. Le retard mental si le QI est inférieur à 70. Ce que vous devez retenir, retard mental inférieur à 70, entre 70 et 80, intelligence limite, 80 et plus, normal, voire surdoué. Donc le retard mental est ainsi qualifié de léger pour un QI entre 50-55 et 70, moyen pour un QI entre 35-40 et 50-55,
Un retard grave pour un QI entre 20-25 et 35-40. Profond pour un QI inférieur à 20-25. Pour l'enquête paraclinique, alors examen complémentaire d'orientation indispensable. Alors le bilan auditif, audiogramme, tympanogramme, d'accord, pour voir s'il y a un problème auditif qui pourrait interférer avec ses capacités intellectuelles et donner l'aspect d'un retard mental. Ou vous pouvez aussi avoir des retardés mentaux qui ont un problème auditif associé. Le bilan visuel, la même chose, pour voir s'il n'y a pas un problème visuel qui interfère avec ses capacités intellectuelles. Les tests psychométriques pour l'évaluation. Ce que nous avons au service, c'est le WISC-4. Donc, c'est une batterie de tests qui comprend 15 subtests pour l'évaluation des capacités intellectuelles et cognitives. Autre examen utile pour préciser l'étiologie, vous avez le bilan neurologique, donc l'imagerie, recherche de maladies métaboliques, où il y a un retard mental, recherche génétique, selon l'orientation, sérologie, PEA, etc. Là, c'est vraiment quand ce n'est pas une déficience essentielle, quand il y a vraiment un problème étiologique. Pour la prise en charge, alors toujours prise en charge pluridisciplinaire. Alors, ce sont des enfants qui ne devraient pas être en classe normale, mais nous, on dit toujours aux parents de laisser leurs enfants le maximum en classe normale, car les classes qui sont mises à disposition des parents sont des classes de déficients mentaux profonds et donc inadaptés pour les déficients légers. Donc on préfère qu'ils restent scolarisés pour qu'ils puissent apprendre le maximum de choses qu'ils peuvent apprendre, d'accord. Et en plus, le fait d'interagir avec des enfants normaux, ça ne peut que leur profiter. Sinon, il y a des centres psychopédagogiques ou psychoéducatifs. Les neuroleptiques atypiques, je ne sais pas, je pense que vous avez fait le cours sur les psychotropes. Donc ce n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement symptomatique pour agir sur les troubles du comportement s'ils sont présents, surtout chez les déficients mentaux profonds. Alors, soit neuroleptique atypique, soit thymorégulateur comme Tegretol. Les addictions à l'adolescence. Plan. Donc, introduction, définition clinique, dépistage des addictions à l'adolescence et la prise en charge. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, beaucoup de mots, beaucoup de terminologies différentes pour qualifier les addictions. Addiction, maintenant, c'est le terme le moins péjoratif. On parle de pharmacodépendance, qui fait allusion à la dépendance aux médicaments. Mais bon, vous allez faire le cours, vous allez voir après qu'il n'y a pas que la dépendance aux médicaments, il y a les addictions comportementales aussi, achat compulsif, la dépendance aux jeux, donc le jeu pathologique, etc., les jeux vidéo. Vous avez les addictions sexuelles, donc il y a beaucoup d'addictions. Vous avez la dépendance physique, la dépendance psychique, toxicomanie, c'était le terme le plus péjoratif et qu'on utilise le plus, le pire c'est ça. Le terme de tolérance, accoutumance, c'est vraiment le fait que notre organisme, c'est le corps qui s'habitue à la molécule et on a besoin toujours de plus en plus de substances pour avoir le même effet. Alors, pour la définition, qu'est-ce que l'addiction ? La définition que j'ai estimée qui était, je vous ai énuméré des points, je trouve que c'est beaucoup plus facile à retenir. La définition stricte de l'addiction correspond à 4 éléments. Une envie irrépressible de consommer le produit, qu'on appelle le craving. Alors, pour vous retenir c'est quoi le craving, pensez au gâteau au chocolat, si vous aimez le gâteau au chocolat, ou bien au bon millefeuille, ou à n'importe quelle viennoiserie, ou que vous n'arrivez pas à vous retenir, vous avez envie de le prendre, ce craving. C'est vraiment cette envie irrépressible d'aller vers. Une tendance à augmenter les doses, une dépendance psychologique et parfois physique, parce qu'il faut savoir que la dépendance psychologique est toujours présente avec toutes les addictions, mais la dépendance physique n'est pas toujours présente. Ça dépend des molécules. 4e point, très important, c'est poursuite de la conduite malgré des conséquences néfastes sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que même si le sujet sait qu'il est en train de détruire son couple, qu'il est en train de perdre son travail, qu'il est en train de perdre ses amis, qu'il risque de faire des accidents, qu'il risque de faire du mal à ses proches, malgré ça, malgré les répercussions et des conséquences négatives sur sa vie, il poursuit cette conduite. Pour la clinique, vous avez 3 situations cliniques.
Vous avez la consommation occasionnelle, donc c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment chez les adolescents. C'est-à-dire que lors d'une fête, lors d'une rencontre, c'est pour essayer, pour voir de temps en temps, d'accord? Tant que ça s'arrête à ça, tant que ça s'arrête à l'expérimentation de l'adolescent, c'est normal, il faut bien que, entre guillemets, que jeunesse se passe. Donc tant que c'est dans l'expérimentation pour essayer quelque chose, ça irait. Mais le problème, c'est que ces adolescents tombent dans le piège des addictions. Ils essayent une fois, deux fois, après ils s'habituent, soit parce qu'ils tombent dans le piège tout simplement, sans raison, soit parce qu'il y a un problème psychologique, soit des problèmes à la maison, des problèmes avec leur petite copine, qui fait qu'ils consomment de plus en plus et ils tombent dans le piège de l'addiction. Troisième situation, c'est l'abus de substances ou usage nocif. Là, c'est quand le sujet commence à consommer de plus en plus, il y a des petites répercussions sur sa vie qu'on peut toujours rattraper à ce stade-là, mais il y a des répercussions, mais il n'y a pas encore la dépendance physique, d'accord? Mais la dépendance psychologique est là. Troisième situation, c'est la dépendance à une substance. Là, c'est la dépendance toxicomaniaque, d'accord? Là, c'est vraiment, vous allez le faire dans le cours des addictions, je pense, c'est vraiment quand toute la vie du sujet tourne autour de comment vais-je faire pour me procurer la drogue? Comment vais-je faire? Il pense à plus rien. Il pense pas à étudier, il pense pas à jouer, il pense pas à s'amuser, il pense pas à sortir. Il pense comment vais-je faire pour me procurer la drogue? Voler, me comporter d'une manière inadaptée. Mais l'essentiel, tout tourne autour de la consommation de la drogue. Alors, dépistage d'addiction à l'adolescence. Là, ce qui est particulier, le repérage précoce est un enjeu clé. Parce que quand on repère précocement les addictions à l'adolescence, on peut vraiment sauver cet adolescent. Donc l'adolescence constitue un moment clé de dépistage. Là, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, des fois, quand vous avez des adolescents qui commencent à se droguer, ils commencent à avoir des comportements qui ne sont pas adaptés. Mais on a tendance à dire, c'est normal, c'est le mal de l'adolescence, c'est comme ça, laissez passer, ça va passer. Non, quand vous avez des comportements que vous considérez comme inadaptés à l'adolescence, il faut investiguer, il faut creuser, il faut voir avec les parents qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai, ça peut être une consommation de drogue, mais ça peut être aussi une autre pathologie pédopsychiatrique qui est en train de commencer, qui est en train d'émerger. Donc quand vous avez un comportement à l'adolescence qui commence à poser des problèmes, vous commencez à avoir des problèmes avec l'adolescent, il vaut mieux aller consulter. Pas se dire ça va passer, c'est un sale moment à passer. C'est vrai que l'adolescence, elle est toujours difficile. Une adolescence qui est fluide et facile et lisse, c'est pas normal. Mais des fois, ça prend des dimensions que je vais dire disproportionnées et pathologiques. Donc là, il faut savoir mettre le haut là et aller consulter. Alors, apprendre à détecter certains signes. Alors, certains signes doivent être dépistés par les parents. Par exemple, quand l'enfant ne veut plus communiquer, si vous avez des parents qui sont ouverts et qui veulent communiquer avec leur enfant ou leur adolescent, et que l'adolescent se blinde et qu'il ne veut plus discuter, c'est pas normal. Quand vous avez un adolescent qui ne veut que rester dans sa chambre et ne plus être avec sa famille. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est un moment où on veut se détacher des parents et être avec ses amis, etc. Mais c'est disproportionné de ne plus communiquer du tout avec ses parents. On communique, peut-être qu'on ne parlera pas de tout avec aisance, ça dépend si les parents vont mettre à l'aise ou pas, mais c'est pas normal de s'enfermer, ne plus communiquer du tout. Autre signe, c'est l'agressivité, l'impulsivité de l'adolescent. C'est vrai qu'à cet âge-là, on commence à s'affirmer, qu'on commence à parler, c'est vrai, je vous l'accorde, mais sans que ça dépasse certaines limites. Autre signe, le changement de fréquentation. C'est vrai qu'à l'adolescence, on peut changer de copain. Normalement, c'est les copains qu'on avait à l'enfance, on garde les mêmes à l'adolescence. Alors, on peut changer de copain, on a le droit. Mais des fois, c'est des fréquentations. Si c'est des nouveaux copains, il faut les voir. Si c'est ceux qui étaient enfants avec lui, qui ont grandi, on ne va pas chercher à les voir. Ils ont grandi ensemble. Mais quand c'est des nouveaux copains, il faut dire, d'accord, tu as des nouveaux copains, il n'y a pas de souci, mais ça serait bien qu'on les voie. Alors, dans les collèges et les lycées, les infirmiers scolaires et les médecins scolaires devraient aussi se former à ça pour pouvoir dépister. Et dépister certains comportements anormaux, convoquer les parents et leur poser des questions, leur dire est-ce que votre enfant s'isole, est-ce qu'il communique avec vous, est-ce qu'il y a des objets qui ont disparu de la maison, est-ce que ces fréquentations ne vous plaisent pas. Donc, c'est important
Aussi en milieu scolaire, il n'y a pas que les parents. Tout n'est pas, tout ne doit pas être sur les épaules des parents. Même les infirmiers scolaires, les enseignants, les médecins généralistes scolaires doivent pouvoir dépister certains comportements, convoquer les parents et leur poser des questions pour pouvoir voir s'il n'y a pas un problème. Parce que ça peut être un début d'addiction et ça peut être un mode d'entrée dans une pathologie de l'adolescence. La prise en charge ne pourra se faire qu'à travers un travail en réseau entre les professionnels de première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes de famille, ou de santé scolaire, les infirmiers scolaires, les addictologues du CISA et les enseignants. Je ne dis pas les addictologues de Sid Chahmi parce qu'il est possible que les adolescents n'aient pas cette facilité d'aller avec leurs parents vers Sid Chahmi. Maintenant, vous avez les CISA. Les CISA, c'est Centre intermédiaire de soins en addictologie. Leur vocation, c'est de prendre en charge les addicts en général, mais surtout les adolescents. Le premier contact. Parce que ça permet de prendre en charge les addictions sans forcément psychiatriser cet adolescent. Troubles neuroalimentaires, donc vous avez essentiellement deux troubles neuroalimentaires, l'anorexie mentale et la boulimie. Je vous parlerai aujourd'hui que de l'anorexie mentale. Anorexie mentale, donc définition, diagnostic, donc la clinique, les formes cliniques et diagnostic différentiel. Un petit mot sur la prise en charge. Alors, anorexie mentale, surtout chez l'adolescente. Pas que chez l'adolescente, on peut le trouver chez l'adolescent, on peut le trouver chez l'enfant, chez les adultes, mais essentiellement chez l'adolescente. C'est pour ça que j'ai choisi de parler d'anorexie mentale. C'est le trouble neuroalimentaire le plus fréquent à l'adolescence. Pic de fréquence à 17 ans. Donc, définition, c'est une restriction alimentaire volontaire. C'est-à-dire que le sujet a faim, mais il se prive de nourriture, associé à un conflit mental. Le diagnostic est clinique avec la triade des 3 A, toujours 3, pour retenir. Anorexie, amaigrissement, aménorrhée. Anorexie, amaigrissement, aménorrhée. L'aménorrhée de 3 mois si la personne a un cycle régulier et aménorrhée de 6 mois si le cycle n'est pas régulier chez l'adolescente. Les signes caractéristiques du conflit mental, vous avez l'anosognosie. C'est quoi l'anosognosie? Je pense que vous l'avez fait avec les schizophrénies. C'est la non-reconnaissance des troubles. Donc la personne se prive de nourriture, donc elle va être rachétique, très maigre, elle se regarde dans le miroir, elle se trouve grosse. Pour elle, elle n'est pas maigre. D'accord? C'est l'anosognosie, elle ne reconnaît pas les troubles. Vous avez un hyper-investissement intellectuel, ce sont des adolescents très intelligentes avec de bons résultats scolaires. Ce qu'on pourrait leur reprocher, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles manquent de créativité. Ça, c'est des personnes qui étudient bien, qui apprennent, qui comprennent, qui reproduisent, mais qui ne vont pas être dans la créativité. C'est-à-dire que tout ce qui est dessin, art et tout, elles ne seront peut-être pas très fortes dans ce domaine-là. Donc vous avez un hyper-investissement intellectuel et un désinvestissement sexuel. Elles désinvestissent la sexualité. Si elles sont amenées à avoir un rapport sexuel, il va être fait de façon mécanique, sans aucun plaisir. Là, je ne vous ai pas mis qu'il y avait aussi l'anosognosie, vous avez l'hyperinvestissement intellectuel, le désinvestissement sexuel, mais vous avez aussi, ce sont des filles qui sont très sportives. Alors, dès qu'elles mangent un petit peu, elles vont sortir et se mettre à sauter partout. Les perturbations physiques associées à ce conflit mental, vous avez parfois un tableau de cachexie dramatique. Elles sont rachétiques, complètement dénutries, hypothermie à 35%, œdème carentiel, bradycardie, hypotension, désordre hydroélectrolytique, anomalie de l'ECG. Alors bon, je vais anticiper votre question parce que c'est la question qu'on pose à chaque fois. Quelle anomalie de l'ECG? C'est les ondes de T pointues. Ondes de T pointues à cause de l'hypokaliémie due au vomissement répété de l'anorexique. Les pertes de cheveux, les ongles cassants, et malheureusement, c'est définitif. Les formes cliniques, vous avez anorexie mentale de type restrictif. Alors, c'est des jeunes filles qui ne mangent pas. Elles mangent le moins possible. Si elles mangent, par exemple, un bout de viande et qu'elles voient un peu gras, elles retirent tout ce qui est graisse. Elles mangent le moins possible juste pour survivre. Vous avez vraiment une perte de poids. Et vous avez anorexie mentale avec crise de boulimie et vomissement. C'est un signe de mauvais pronostic.
quand il y a la boulimie et les vomissements qui sont associés. Parce que dans l'anorexie restrictive, elle s'empêche de manger, donc elle ne va pas vomir, elle va manger le moins possible. Anorexie mentale avec crise de boulimie, donc elles ont l'anorexie, elles ne mangent pas. Elles vont avoir des crises de boulimie soit une fois ou deux fois par jour. Alors là, c'est tout à fait préparé. Elles achètent des aliments très sucrés, des biscuits, des gâteaux, des choses à la crème, pas de fruits. Hein. C'est vraiment des choses qui sont mauvaises, de l'huile, manger de façon frénétique. C'est vraiment une crise de boulimie. Quand on dit crise, c'est crise. Manger de façon frénétique, une grande quantité, se sentir très pleine. Après, elles boivent un liquide et elles vomissent tout. D'accord, vous imaginez un petit peu pour l'œsophage les problèmes qu'elles peuvent avoir. D'accord. Diagnostic différentiel, avant de poser le diagnostic d'anorexie mentale, affections organiques qu'il faut éliminer, les maladies cachextisantes, cancer et sida, tumeurs cérébrales. Vous avez les affections psychiatriques qu'il faut éliminer. Par exemple, première pathologie, c'est la dépression. Dans la dépression, vous avez une restriction alimentaire, mais elle n'est pas volontaire. La restriction alimentaire dans la dépression, elle est passive. D'accord? Le sujet dépressif n'a plus envie de rien, n'a plus envie de bouger, n'a plus envie de parler et n'a plus envie de manger. Dans la schizophrénie, c'est une restriction alimentaire par méfiance, par réticence. Il a peur. Il y a une activité délirante sous-jacente. Il a peur qu'on l'empoisonne. Il a peur qu'on lui fasse du mal. C'est pour ça qu'il ne va pas manger. Vous avez la phobie d'alimentation dans les TOC qu'on retrouve. Il a peur de s'étouffer, par exemple. Ça, c'est des affections psychiatriques qui pourraient ressembler à une anorexie parce qu'il y a une restriction alimentaire, mais ce n'est pas l'anorexie mentale. Pour l'anorexie mentale, vous avez les 3A, le conflit psychique associé, etc. Pour la prise en charge, quelques mots. On hospitalise la patiente. Il y a un contrat thérapeutique qui s'établit entre les soignants, les parents et la patiente. Par exemple, on va lui dire, un exemple de contrat, hein, c'est tu vas être hospitalisé pendant 15 jours, tu verras tes parents une fois par semaine, donc elle va voir ses parents 2 fois. Elle aura droit à tant de coups de téléphone. Quand elle va manger, elle doit manger le matin, le midi et le soir. Et on lui donne le programme, comment est-ce qu'elle va s'alimenter. Elle doit accepter de manger comme ça. Le sport, par exemple, on va lui dire, tu n'auras pas le droit de faire du sport, tu auras le droit uniquement à une marche le soir pour digérer. Donc, tout doit être notifié sur le contrat. Tout le monde signe et le contrat doit être invariable. C'est un petit peu comme les addicts. Les médications orexigènes, bon, je les ai mentionnées, elles ne sont pas obligatoires du tout. Parce que bon, c'est comme l'Atarax, comme l'appétit, etc. Les antihistaminiques. En général, c'est mal pris par les anorexiques parce qu'elles vont lire sur la notice qu'on prend du poids avec ces médicaments. Donc elles vont dire je ne prends pas, on ne doit pas les obliger. Psychothérapie comportementale, surtout en ce qui concerne l'alimentation et le sport. Donc le sport, réduire au maximum le sport. Elles peuvent faire du sport, mais tant qu'elles sont en crise et qu'elles sont cachectiques, on ne va pas autoriser le sport. Psychothérapie comportementale, la façon de réintroduire graduellement l'alimentation, lui dire on va manger 50 grammes de riz, on va manger 100 grammes de viande hachée, on va manger une pomme, demain on mettra 120 grammes, ceci. Donc c'est vraiment augmenter graduellement l'alimentation. C'est dans la psychothérapie comportementale. Psychothérapie de groupe, alors on peut l'envisager, mais psychothérapie de groupe avec d'autres pathologies, c'est-à-dire par exemple des obsessionnels, avec une dépressive, avec une anorexique. Pas les anorexiques ensemble. Ça se passe très mal en général, donc il vaut mieux les éviter. Voilà, c'est la fin du cours. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Bon courage!